Bonjour, ici Marianne Hogan et bienvenue à Pas sorti du bois. Entre elles, on se jase, entre elles, on se rencontre, entre elles, on existe. On contrôle pas toujours les situations, mais on peut toujours contrôler notre réaction à la situation. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. C'est la Minute NAC et aujourd'hui, je te parle de ma recette gagnante à moi pour les longues distances. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça fait 6 ans que je suis ambassadeur NAC puis que leurs produits m'accompagnent dans mon quotidien puis dans mes défis. Dans quelques jours, je prends le départ d'une course de 100 miles puis je vais avoir la chance d'avoir mon crew à chaque 20 km, donc à tous les 2h30 environ. J'ai divisé ma course en 8 segments de 20 km et chaque fois que je vois mon crew, je vais repartir avec le même combo de produits. D'abord, une flasque de 500 ml d'eau et une flasque de 500 ml de Drink Mix Boost. Ensuite, 2 gels Boost, une gaufre Ultra Énergie et une purée Ultra Énergie. Puis bien sûr, on va varier les saveurs au gré de mon humeur. Ça me donne un genre de 160 grammes de glucides par tronçon de 20 km auquel je vais venir ajouter de la vraie nourriture dans les ravitaux aux heures normales de repas. En calculant mon apport de glucides à l'heure avec les produits NAC, je sais que j'ai tout ce que j'ai besoin pour me soutenir. Puis après ça, si mon estomac est capable d'en prendre plus avec ce qu'il y a dans les ravitaux, c'est juste du bonus. NAC ont une gamme ultra complète pour tous les goûts, toutes les textures, toutes les saveurs, puis ça marche. Et comme d'habitude, ils t'offrent 15% de rabais sur le nac.com avec le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 275e épisode de Pas sorti du bois. Le retour de Marianne. J'ai vérifié, Marianne, c'est la 25e partie de la série Sur la route. Ça s'est appelé En route vers Western State en 2022. 22? Ouais, la première Western. Ouais. Et depuis 2022, quand même, ça fait 4 ans qu'on fait cette série-là. T'en es passé des choses quand même en 4 ans. T'en est quand même passé beaucoup. C'est drôle. Tantôt, j'avais un flashback. Là, mon gars est rendu vraiment grand. Puis, tu me dis, on repousse-tu de 15 minutes? J'étais comme, c'est cool, ça me fait 15 minutes de plus pour jouer avec. Fait que j'étais content. Tout ça te donnait le temps de pas être pressé. Puis, je me suis rappelé que, genre, quand il venait de rentrer à la garderie, puis il était toujours malade, ça tombait toujours sur tes épisodes à toi. Chaque fois que mon gars était malade, j'étais comme, excuse Marianne, il faut comme repousser, mon gars vient de vomir. Les jouets des des premiers mois de garderie. Mais je sais pas pourquoi j'ai ce flashback-là en commençant, que le temps a beaucoup... Les choses ont changé depuis parce que là, c'est rendu un grand garçon qui est plus malade en continu. Ça doit être une bonne nouvelle pour toi. Pour tout le monde, écoute. Il s'est fait son petit système immunitaire, tout va bien. On n'est pas là pour parler de ça, mais c'est drôle, juste avant qu'on entre en onde, c'est ça que je me rappelais qu'en 4 ans, ça en est passé bien des affaires, autant côté course, côté vie. On a fait cet enregistrement-là souvent en Zoom, mais tout un peu partout dans le monde. On l'a fait chez Thomas Duhamel, on l'a fait autour du feu à Arikana, fait que 25 parties plus tard. Puis là-dedans, je compte même pas, genre, quand t'es venu dans un épisode régulier, un café du vendredi. Fait que tu dois frôler le 30. Fait que merci encore une fois d'être là en direct de Flagstaff. Flagstaff. La maison pour les 2 prochains mois environ. La Mecque du trail ou de l'endurance dans le sud-ouest américain. C'est comme le spot, je pense, où beaucoup de monde sont. C'est un petit épicentre avec beaucoup de monde. J'ai très hâte que tu nous jases de ce choix-là de Flagstaff, mais de ce que tu vis en ce moment. Tu ressors tout juste de Cocodona. Ouais, c'est cool. Ça fait un bon jumelage, là. Je suis arrivée juste à temps pour pouvoir participer à ma façon à Cocodona. Donc, c'était cool. C'était vraiment cool, ouais. C'est très cool. On pourra revenir sur tout ça, mais la première question, Marianne, qu'est-ce que tu bois de ton côté? Moi, il est vers 5 RPM et je me suis fait un petit thé. Je ne sais pas si vous connaissez le thé Bengal Spice, mais je me suis fait une espèce de thé latte Bengal Spice. J'adore, c'est mon thé préféré. C'est cool. Ouais.
Chaque fois que tu viens au podcast, tu as toujours quelque chose d'original. Je me rappelle pas l'autre fois c'était quoi, mais il y a toujours quelque chose, un petit produit local de l'endroit où tu es ou un petit thé. J'ai toujours un breuvage avec moi, donc c'est sûr que ça va alterner beaucoup dans les choix. J'adore. Moi, de mon côté, je suis allé avec un Mox parce que ça me tentait de prendre un Mox, mais ils viennent tout juste de gagner 4 prix attends, je l'ai noté ici, le World Alcohol Free Awards. Donc, une compagnie québécoise, Mox, qui a gagné 4 de ses 5 mocktails ont gagné des prix. Fait que je me suis dit, c'était l'occasion de célébrer avec le numéro 4 qui a gagné un prix. Donc, cheers, Marianne. Merci d'être là. Yes! Ben ouais, merci de m'avoir. Numéro 4, c'est le vin mousseux amer italien. Ben bon, zeste d'orange, des bons produits sans alcool qui coûtent très, très bon. Fait que, dernière fois qu'on s'est parlé, c'était en février. Puis c'est drôle parce que je me suis replongé dans l'épisode, puis j'avais oublié que tu nous parlais de ton pied pingouin. C'était la condition que tu nous avais décrite par rapport à ton pied qui pouvait peut-être être la source de plusieurs maux récents. Puis on avait clos l'épisode, tu nous disais, je me donne les prochains mois avec les spécialistes. À ce moment-là, tu étais à Argentière, tu étais en France. Je me donne les prochains mois pour un peu ajuster, sans dire le patron de course, mais ajuster un peu la façon que ce pied pingouin-là se gérait. Comment ça s'est passé, ce côté-là? Si tu veux nous rappeler le vrai terme derrière le pied pingouin, parce que je suppose que c'est pas le diagnostic officiel. Ben, en vrai, il n'y a pas de diagnostic officiel parce que c'est vraiment particulier à moi depuis que je me suis cassé la jambe, en fait. Donc, le pied pingouin, c'est le manque de mobilité que mon pied droit a suite à l'opération, la double opération que j'ai eue pour ma fracture tibia péronée en 2018. Donc, c'est sûr qu'on a travaillé fort pour essayer de le remettre droit. L'intention n'était jamais de le remettre à 100% droit. Je pense que c'est vraiment, ça va devenir impossible pour moi. Mais l'idée, c'est d'aller chercher quand même quelques petits degrés puis de le ramener un peu dans l'axe. C'est sûr que je vois une différence. C'est dur à ce stade encore de voir si sur un 100 miles, il va y avoir une amélioration. Parce que, en fait, pour tous ceux qui me voient courir, au cours du 100 miles, on voit qu'en fait, plus la distance avance, plus mon pied devient encore plus pingouin. Ah ouais? Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de retarder ce processus parce que c'est vraiment quand il ouvre le plus possible que là, en fait, que je change ma façon de courir et que c'est là que en fait, c'est pour ça que j'ai toujours des problèmes en fin de course habituellement. Donc, j'ai quand même hâte de voir l'effet que ça va avoir sur la Western. C'est sûr que la Western, c'est encore moins long là, comparativement à un UTMB, par exemple. Donc, potentiellement que ça serait bien. Mais c'est certain que oui, j'ai retrouvé de la mobilité, puis j'ai retrouvé un peu un pied plus droit. J'ai vu quand même une différence là où je vois toujours une différence quand je vais courir plutôt sur la route, par exemple. Là, je vois que mon pied est un peu plus dans l'axe. Puis au-delà de replacer le pied lui-même, c'est surtout ce qui causait autour, c'était les blessures qui des fois étaient reliées à ça. Quand on s'est parlé la dernière fois, t'amorçais ces premiers gros blocs-là en vue de la Western State, puis on avait discuté justement que tu étais dans une situation particulière où tu avais déjà ton entrée. Donc, alors qu'il y a plein de courses Golden Ticket, puis que beaucoup de coureurs doivent se mettre un objectif A avant l'autre objectif A parce qu'ils veulent se qualifier, puis Black Canyon, Canyons et toutes ces courses-là deviennent de plus en plus compétitives, pendant que tous ces gens-là piquent en février, repiquent un peu plus tard pour essayer d'être prêt pour la Western State. Tu avais une préparation qui était complètement différente de tes 2 premières Western où tu n'avais pas à aller te chercher un ticket. Fait que tu avais, à ce moment-là, on était en février, fait que tu avais quasiment 5 mois devant toi pour builder brique par brique. 2 mois plus tard, où tu en es rendu dans tout ça, est-ce que tu sens que c'est une mission accomplie sur les blocs d'entraînement hivernaux? Oui, et je dirais que ça vient travailler ma patience quand même, là, c'est les blocs hivernaux, mais c'est une patience qui était très nécessaire. Et puis, je pense que pour moi, c'est la meilleure stratégie, c'est de retarder un peu là, l'augmentation du volume le plus possible à la course à pied. Parce que c'est sûr que je suis toujours en fait, j'ai quand même une certaine fragilité par rapport à mon corps et je pense que c'est quelque chose que j'aurai toujours là en raison de la blessure que j'ai eue en 2018. Donc, je pense qu'on a utilisé la très bonne approche avec mon coach, évidemment, qui me retenait un peu, avec moi qui en demandait toujours un peu plus là par rapport à la course de petit à petit, mais je vois que en fait les choses commencent à se placer et puis
je me rappelle aussi que, en fait, pour moi, tu vois, 3 mois intensifs de course à pied, je pense que c'est suffisant pour arriver en pleine forme et ça limite vraiment les possibilités de dégâts en cours de route, là. Donc, je pense qu'on a pris la bonne décision. Puis, tu vois, depuis la fin du mois de mars, début avril ou même mi-mars, j'ai recommencé à quand même augmenter les kilomètres en course à pied. Puis là, je commence à me sentir plus à l'aise sur les sentiers puis en courant. Quand on sait qu'on se prépare pour la Western States spécifiquement, est-ce que même dès le mois de mars, avril, dès les premières grosses semaines où on reprend, est-ce qu'on est déjà dans des types d'entraînement spécifiques à ce type d'effort-là ou on est plus en train de bâtir les premières pierres pour tranquillement arriver un peu plus tard à des entraînements plus spécifiques? Ouais, les entraînements spécifiques vont vraiment arriver plus tard. Comme là, je pense que je suis vraiment dans le gros de tous les entraînements spécifiques western. Mais c'est certain que, dans le fond, toute ma préparation hivernale, la course que je faisais était plus une course qualitative, dans le sens que les sessions que je faisais beaucoup moins de kilomètres juste pour courir, dans le fond. Je faisais des séances qui étaient plus focus, je veux pas dire grosse vitesse parce que je me préparais pas pour un marathon. Il y a quand même une différence entre le pace marathon et le pace Western States, mais vraiment de la vitesse plus axée roulante et sur la route pour retrouver justement une vitesse et courir. Dans le fond, l'intention, c'est de se sentir vraiment confortable à un pace quand même assez rapide pour la Western. Donc, c'est ce qu'on a travaillé tout l'hiver. Et puis, je vois quand même une très bonne différence. Là. Les paces que je tenais sur le treadmill, par exemple, en janvier, je peux les tenir beaucoup plus facilement aujourd'hui. Puis ça, c'est quand même très encourageant, oui. Puis dans tous ces blocs-là, y a-t-il encore du cross-training? On t'a vu sur les skis beaucoup cet hiver, mais est-ce que ça s'est même poursuivi un peu plus tard avec le vélo? Dans les dernières années, on t'a vu sortir beaucoup le vélo aussi. Hein? Oui, ce qu'on a décidé, c'est justement à Flagstaff, c'est au lieu de faire des kilométrages tous les jours à la course, de me garder quand même une journée de vélo pour que je puisse continuer de bâtir ma planification avec du volume, mais quand même alléger un peu là, le tout. Mais bon, c'est sûr que je suis quelqu'un qui aime quand même beaucoup faire du gros volume, donc je pense qu'une personne régulière dirait que j'en enlève pas tant que ça. C'est juste pour moi, c'est une façon d'additionner puis de me sentir bien puis de pouvoir aussi aller profiter de l'extérieur autrement. Puis à Flagstaff, je me loue un vélo de gravel et ça fait plaisir là, d'aller découvrir les routes de gravel ici, en fait. Même le paradis pour ça aussi. J'ai l'impression que Flagstaff, ça coche toutes les cases. Je me rappelle, moi, j'étais là en janvier, puis le monde était en ski de rando à côté parce qu'en plein milieu de cette ville de l'Arizona-là, tu as une montagne qui est à 3008, je pense, puis tu sais, t'as un centre de ski qui est là. Tu reviens en ville où c'est plus chaud un peu, c'est beaucoup en vélo, de la course, tu vois des équipes, des camps d'entraînement, d'équipes marathon, triathlon, sont 10 à rouler à 2,50 du kilo sur le bord d'une route, puis t'as de la misère à être dépassé en voiture. Puis dès que t'arrives un peu en dehors dans le Coconino Park, je pense, je sais pas, c'est ça, Coconino? En tout cas, La forêt Coconino, ouais. Ouais, c'est ça, juste en dehors. Puis là, c'est le paradis du gravel bike. J'ai l'impression que c'est l'endroit parfait pour tout ça. Est-ce que t'as encore cette passion-là pour le vagabondage? Tu nous racontais dans je sais pas quelle partie des 25 que t'aimais faire ce type de volume-là, plus en mode découverte de ville, en mode on se promène là où il y a de l'action, puis on se laisse un peu porter pour voir le beat de la ville. Tu le faisais beaucoup à Montréal. Je pense que la dernière fois, tu nous avais raconté ça, mais est-ce que quand tu es arrivé dans des nouvelles villes, je veux dire, depuis que tu es nomade, tu arrives dans plein de nouveaux endroits, c'est une façon encore de découvrir ton nouvel environnement? Ouais, vraiment. Je pense que c'est vraiment la façon que j'adore découvrir les endroits, c'est en courant. Donc, c'est sûr que courir à travers la ville et tout, c'est quelque chose que je vais toujours faire. C'est sûr que plus on s'approche de la Western, plus en fait, moins il va y avoir en quelque sorte des kilomètres un peu qui servent à rien. Donc, on fait beaucoup plus du spécifique. Donc, à Flagstaff, potentiellement que je vais faire un peu moins de vagabondage et un peu plus de training spécifique. Mais ceci étant dit, la ville de Flagstaff n'est pas non plus extrêmement grande en termes de... Le downtown est assez petit, donc tu le découvres assez rapidement. Et puis, je suis passée à vélo justement pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Puis, en fait, le vélo, ce que j'aime aussi, c'est que ça me permet de voir une plus grande superficie. Donc, à vélo, mes séances de vélo, ça va être vraiment plus du vagabondage, puis pas du spécifique, mais juste pour profiter des environs, puis d'être dehors.
Ah, c'est cool. Revenons quand même sur cet hiver-là parce que quand on s'est parlé, tu étais à Argentière en France, mais après ça, tu as eu camp d'entraînement à Salomon dans les îles Canaries, tu étais à Madère, Cocodona juste après. Parlons de ces destinations-là. C'était ta première fois dans les îles Canaries? Non, j'étais allée au Tenerife. Ah, c'est vrai. Et j'étais allée aussi à La Palma, à l'île pour la Transvilcania. C'est vrai. Donc là, j'enchaîne un peu En fait, je vais avoir checké plusieurs îles Canaries. Et il m'en manque encore quelques-unes, mais bon, c'était vraiment le fun, en fait, d'aller passer du temps à Grande Canaria. J'avais pas trop... j'avais jamais été sur cette île-là, puis c'est toujours une île qui m'avait intriguée. La course Trans-Grande Canaria, c'est sûr que c'est une course qui m'intéresserait, mais je trouve qu'elle est très, très tôt dans l'année. Et je pense que pour pouvoir aller sur la Trans-Grande Canaria, soit il faudrait que j'ai eu une année un peu différente, l'année précédente qui est un peu différente, ou une raison différente pour y aller faire une course en février. Mais bon, on a pu, pendant notre camp d'entraînement, quand même parcourir beaucoup du parcours de la Transgrande Canaria, puis c'est certain que ça donne envie. Mais ouais, le camp, c'est vraiment le fun. En fait, moi, c'est toujours mes moments préférés de l'année. Et puis là, c'était pas une exception. Donc, on a passé des très, très belles journées en montagne. On a eu quand même, on a fait un camp assez élevé en volume, je dirais. Et j'étais contente de pouvoir être en santé puis pas trop devoir avoir le frein à main, comme j'ai dit, comme j'ai l'impression d'avoir eu le frein à main tout l'hiver. J'étais contente de là pour une fois pouvoir avoir pu profiter du camp au complet. Et à quel moment Courtney t'a fait la grande demande? En fait, on en avait parlé en janvier parce que ben on avait remarqué, on parlait un peu de nos plans, puis je lui avais dit que j'allais venir à Flagstaff, etc. Et donc à ce moment-là, il m'avait dit est-ce que tu serais intéressée pour pacer? J'avais dit bien sûr, mais j'attendais un peu qu'elle me revienne pour une demande officielle, dans le sens que je voulais pas non plus m'imposer dans son équipe de pacing. Et puis je pense que dans la première journée du camp, on courait, on était ensemble, puis elle me demande es-tu toujours partante pour me pacer? J'ai dit oui. Donc ouais, c'était cool. Puis tu sais, Courtney, c'est quelqu'un avec qui je cours beaucoup en camp, juste parce que c'est sûr qu'elle a une approche très très relaxe et moi j'aime beaucoup ça là. Donc c'est pas quelqu'un qui va faire la race avec toi là pendant pendant une course puis pendant un camp d'entraînement, je veux dire. Puis ça, j'adore son vibe. Puis ouais, on a eu des très belles courses ensemble durant ce camp d'entraînement là. Donc j'étais vraiment contente de m'ajouter à son équipe puis de pouvoir ajouter ça à la liste de choses que je faisais cette année. Oui, puis je pense qu'on y reviendra tantôt, mais c'était quand même une édition particulière. Je pense que Cocodona est devenu rapidement dans les dernières années la course de 200 miles, peut-être par sa couverture. Ils mettent de la gomme sur une couverture, un live feed tout le long de la course. Le parcours a l'air magnifique, mais cette année, ce qu'on a vécu comme émotion, à juste être derrière nos écrans et le suivre sur Twitter, c'était trippant. Fait que j'ai hâte d'entendre parler de ton expérience sur place, mais entre Grande Canaria puis Madère, est-ce que tu es retourné en France à ce moment-là? Non, en OK. fait, non, je fais Grande Canaria à Madère OK. et je suis venue directement à Flagstaff. OK. L'idée, c'est évidemment de minimiser toujours les déplacements. Ouais. Et puis, donc, Grande Canaria, c'est assez près de Madère, donc ça faisait que j'y aille. Et puis, ça me permet de passer plus de temps avec l'équipe aussi, parce qu'on avait une délégation quand même qui allait à Madère, donc ça, c'était cool. Et puis, par après, je suis venue directement de Madère à Phoenix pour que je puisse enchaîner le prochain bloc d'entraînement et aussi participer à la Cocodona. Oui, parce que je suppose que dans l'entraînement en mars-avril, quand tu es à Grande Canaria ou Madère, ce que je sais pas, j'ai jamais visité ces îles-là, mais quand tu regardes les profils des courses, on est plus sur des profils de préparation pour un UTMB ou des courses très, très, très montagneuses. Mais là, après ça, Flagstaff, c'est comme l'opposé. Tu es dans le paradis du type de sentier qui peut un peu ressembler à la Western State. Ça faisait partie du choix de t'en aller à Flagstaff? Oui, ça faisait partie du choix énormément. En fait, le Flagstaff, en fait, deux choses. La première chose, c'est que je voulais faire différent de mes années précédentes pour la Western. Je pense que l'année passée, j'ai passé beaucoup de temps à Boulder, au Colorado, et à Auburn, deux endroits que j'ai découvert à maintes reprises là, par rapport à mes différentes participations à la Western et aussi par le fait que j'habitais à Boulder. Donc, je voulais vraiment essayer quelque chose de différent cette année, faire une préparation différente parce que si je me relance sur la même course, je veux pas que toutes mes années se ressemblent nécessairement.
Mais ceci étant dit, c'est sûr que Flagstaff, c'est comme l'endroit numéro 1 pour s'entraîner pour la Western parce que tu combines l'altitude et la chaleur. C'est sûr que Tahoe et Auburn, c'est des bons endroits pour ça, mais souvent, tu as l'un ou l'autre. Tu as soit l'altitude ou tu as la chaleur à Auburn. Puis moi, ce que je voulais, c'était vraiment essayer d'avoir les deux cette année. Parce que j'ai eu la difficulté avec la chaleur l'année passée. Je pense qu'on se rappelle des vidéos ou des problèmes que j'ai eus. Donc, il y a plusieurs facteurs qui ont causé ça, évidemment. Mais je pense aussi que passer du temps à l'altitude, ça va être bon pour moi parce que c'est certain que la première partie de course, c'est toujours un peu plus difficile en altitude. Et l'année passée, tu vois, j'en avais pas fait du tout pratiquement. Donc, toutes ces raisons ont justifié mon déplacement puis un logement pour moi à Flagstaff pendant 2 mois. Oui, puis j'ai l'impression qu'on l'avait découvert dans la première fois qu'on a fait la série ensemble qui menait à ta première Western State, à quel point c'est une course qui, en apparence, c'est rapide, c'est descendant, ça va vite, c'est chaud. Puis plus tu creuses ou plus tu enlèves des couches, puis tu creuses un peu en arrière, tu vois que, le premier 30 miles se passe en très haute altitude avec des portions de neige. Tu commences la course en te prenant quasiment un cover dans les jambes en partant. Fait que c'est une préparation qui est vraiment... Je pense que ça demande des athlètes qui sont polyvalents pour avoir du succès là-bas, mais ça demande une préparation aussi qui est vraiment diverse. En ce moment, Flagstaff, la ville elle-même est à 2000 d'altitude, mais est-ce que tu vas suivre un quelconque processus d'acclimatation ou le fait d'être à 2000, d'aller faire des entraînements un peu plus haut, ça va être suffisant pour cette acclimatation-là? Non, l'acclimatation, elle se fait, en fait, étant donné que je vais être ici pendant une durée 8 semaines ou un peu moins parce que je vais aussi aller faire une petite reconnaissance de la Western dans quelques semaines. Mais quand même, l'idée, c'est que juste d'être à Flagstaff pendant 6 à 8 semaines, c'est vraiment suffisant là, pour avoir une adaptation qui devrait être présente le jour de la course. Et en fait, la ville de Flagstaff est à peu près au même niveau que le départ de la Western. Donc, tu as juste à courir en montagne un peu, puis tu vas aller chercher l'altitude recherchée. Moi, je me rappelle à Flagstaff, la première fois de ma vie que j'ai fait un entraînement puis sentir que tu respires dans une paille, là, c'est bon pour ça, parce que rapidement, tu pognes 3000 puis ça se ressent pas de course quand même. Ouais, c'est certain que mes premières courses et même hier, tu vois, les montées sont pas aussi fluides qu'on l'espère. Et puis même si tu vois les montées c'est toujours ma faiblesse, je pense que là encore plus j'ai l'impression que les montées c'est ma faiblesse. Oui, puis comme on vient de dire, en plus tu commences la Western sur une montée. L'engouement de la course, tout le monde part assez vite, tu te pognes un COVID quasiment en partant, tu es en haute altitude, c'est comme beaucoup de facteurs pour le premier 10 kilos de course. Hein? Oui, c'est certain. C'est certain. Puis, pour moi, tu vois, le genre de montée du départ de la Western ou les sorties des canyons, c'est vraiment les choses que je dois travailler. Puis, c'est pour ça aussi que je pense que quand les gens pensent Western, c'est surtout ils pensent surtout des kilomètres rapides parce que c'est surtout ça qu'on voit dans le live parce que le live, on le voit plus tard dans la course et c'est ça les portions. Mais il y a une bonne partie du parcours qui est quand même un peu qui nécessite quand même des jambes pour pouvoir monter des montagnes et pour pouvoir courir un peu des sentiers un peu plus techniques. Donc c'est bien de pouvoir être à quelque part où tu as accès à tout ça en fait. Non, oui, c'est clair. J'ai pas fait mes devoirs encore avant mon épisode éventuel avec Nico Dan où on va analyser la Western en profondeur, mais je suis pas allé lire cette année, ça dit quoi la quantité de neige sur le parcours? Parce qu'on sait qu'à chaque année, la Western, l'organisation, les coureurs vont surveiller la fonte des neiges et les quantités de neige dans l'hiver parce que ça a un impact direct sur les 30 premiers miles de course. Là. Alors, il devrait pas avoir de neige du tout. Ah ouais? Non, il n'est pas prévu d'avoir de neige. Moi, ça me... Cette région-là est comme Flagstaff, pas beaucoup de neige cette année. Pas beaucoup de neige, non. Ah, ça, c'est cool. Ça va être rapide en partant. Ça va être rapide, oui. Et c'est la dernière année qu'on utilise le parcours original. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont vouloir aller établir une marque finale sur ce parcours. Ben, c'est ça, c'est que je pense qu'en trail en général, puis moi le premier, des fois, je m'amuse avec ces records du parcours-là, de suivre, puis de voir, OK, s'il garde ce pace, il va battre le record, mais on s'entend qu'en trail, à peu près tous les longs parcours vont avoir des petites alternatives. Coco Donald, on a parlé de record de parcours.
Oui, parce que c'est 3 heures avant le record. Fait que rendu là, les petits changements du parcours n'ont pas grand impact sur le chrono de 3 heures de différence. Mais ça demeure que Western, ça fait plusieurs années que c'est un parcours quasi similaire. Puis d'une année à l'autre, on peut comparer, bon, kilomètre par kilomètre. Après ça, il y a d'autres facteurs comme la chaleur qui peuvent jouer d'une année à l'autre. Mais là, c'est vraiment la dernière édition du parcours classique qui a fait la renommée des 20-25 dernières années. Fait que ça va être intéressant de voir si quelqu'un va essayer de pousser pour aller chercher peut-être chez les hommes un sub 14 et tout ça. Bon, on est déjà dans l'épisode Jazette de Geek. Nico Dan n'arrivera pas comme ça dans l'épisode, fait qu'on y reviendra plus tard. Mais je pense qu'une des choses aussi qui va être discutée, qui va être dans l'air de la Western en général, c'est que, si je me trompe pas, la portion qui va être retirée après cette année, c'est la portion qui fait que la course est topée à 360 quelques coureurs. Donc, il y a déjà des questionnements, des gens qui spéculent sur est-ce qu'on pourrait voir dans les prochaines années ce nombre-là bouger, parce que je pense que c'est 369, mais il y a des petites alternatives. Puis post-pandémie, il y a eu des mini-autorisations de monter à 375, mais c'est topé parce que c'est cette portion-là. Puis là, ça pourrait changer. Fait que, à suivre. Ouais, j'ai pas d'infos par rapport à ça. Je pense que personne n'a d'infos par rapport à ça. Mais c'est vrai que je pense que c'est une grosse discussion parce que je pense qu'aussi ce qui rend la course très mythique, c'est la difficulté d'entrée également. Mm-hmm. Donc, je sais pas s'ils vont non plus l'ouvrir à la quantité, par exemple, d'un UTMB. Je ne penserais pas, mais à suivre. Ça serait surprenant, mais mettons de monter à 500, 600. Tu perds pas nécessairement l'essence de la course, mais bref, je pense que ni toi ni moi dans le secret des dieux, mais c'est une des multiples histoires qu'on suit dans ce genre de course-là. Là, je pars encore là sans m'être préparé parce que je me rappelle avoir jasé avec Simon Gosselin, ton coach, quand on était à la Hard Rock, sur le même rooftop, on avait fait l'entrevue ensemble. Puis lui, à ce moment-là, il était le pacer de François, mais on jasait de sa Western qui venait de terminer. Puis, si je ne me trompe pas, il s'était entraîné à Flagstaff pour la Western. Est-ce que dans tes programmes d'entraînement, ce qu'ils te proposent, il y a des endroits spécifiques parce que après s'être entraîné là, avoir fait la course, il sait que c'est des bons endroits pour émuler des portions de parcours? Ouais, plus que ça même. En fait, moi, je suis quelqu'un qui adore recevoir des GPX et en fait, je fais juste aller courir. Comme hier, par exemple, le GPX que j'ai couru, c'est un GPX que Simon, il m'a préparé. Donc, c'est sûr que lui, il connaît assez bien le Flagstaff puis aussi les bons endroits pour s'entraîner à Flagstaff qui correspondent quand même au parcours de la Western. C'est le coéquipier de Jim, donc je pense qu'il y a quand même beaucoup d'intelligence bien placée à ce niveau-là. Donc, c'est sûr qu'il m'envoie beaucoup d'endroits où aller courir, puis j'ai pas trop à me casser la tête, disons. et moi, ça me convient. C'est quand même cool de recevoir, puis de se rendre, puis de le faire, parce qu'on s'entend que n'importe où on s'entraîne quand on n'est pas à la maison. Des fois, il faut chercher un peu, puis là, tu vas voir All Trails, puis là, tu vas voir certains segments Strava, puis là, tu sais pas si c'est des vieilles affaires, que ça passe plus. Je vais me faire courir après par un propriétaire fâché de passer sur son terrain. Là, c'est la beauté de le recevoir puis d'aller le faire. On se casse pas la tête. Ouais, on se casse pas la tête. Puis il y a quelque chose de le fun. Tu vois, hier, je faisais 55 kilos. Puis je trouve ça le fun de pas avoir à drafter un parcours, penser un peu par où passer, blablabla. Tu vois, il m'envoie ça, puis je vais le faire. Puis je trouve ça le fun parce que je découvre en même temps. Puis ça pour moi, c'est ma forme de vagabondage du moment. Et je découvre, puis... En fait, j'ai aucune idée où je vais. Évidemment, je regarde un peu, je suis où. Et il faut aussi se préparer parce que il y a pas de ravito et 55 kilos en autonomie, c'est quand même un peu plus compliqué. Mais non, c'est sûr qu'il m'envoie des informations très, très, très bénéfiques. Un 55 comme ça, c'était-tu full autonomie ou il y a des arrêts sur le parcours où tu peux te ravitailler? Il y a pas beaucoup d'eau sur le parcours, tu vois. Ça a été très sec, donc il y a pas beaucoup d'endroits où tu peux te ravitailler en eau. Mais j'ai identifié une station-service qui il a fallu que je fasse un petit détour autour du kilomètre 20, mais c'était suffisant là pour me ravitailler sur le 55. Très cool. Parlons de Cocodona. On en ressort tout juste. Tu étais là pour pacer Courtney, mais je suppose que tu as aussi vécu un peu la course. Comment tu as vécu cet événement-là? Écoute, c'est dur à exprimer là, à quel point c'est quelque chose, là, un 200 mètres, 250 mètres, je devrais dire. C'est super long, c'est fou. En fait, c'est vraiment quelque chose, là, tu sais, l'ambiance. En fait, ce qui est drôle, c'est que tout est plus au ralenti dans le sens que... Tu sais, évidemment, un 100 mètres, un 100 kilos, un 50 kilos, c'est plus t'augmentes en distance, en fait,
moins il y a d'enjeux sur les petits détails, mais c'est beau de voir en fait que dans le fond la course elle continue pendant 3 jours de temps, puis c'est sûr que tu as un peu plus de temps quand même, mais bon les gens ils font quand même la course, puis c'était beau de voir tout le monde aller, de voir tout le monde passer par des hauts et des bas. C'est sûr que moi j'ai eu plus une vision là directe de Courtney par rapport à tout ça, mais c'est vrai que pour moi le 200 miles et plus c'est vraiment un autre sport, et puis c'est quelque chose de complètement différent qu'un 100 miles, ça c'est certain. Puis dans la portion que tu as faite avec Courtney, je me rappelle pas les miles exacts, genre du 113e au 140e, c'est ça? Ouais, c'était comme 130 à 160, quelque chose C'est quand comme même ça. dans la deuxième moitié de course. Elle Ouais. était comment à ce moment-là, quand tu dis que tu vois les coureurs justement avoir beaucoup de hauts, beaucoup de bas? Dans cette portion-là, elle était comment? Ben, écoute, ça allait. Moi, j'ai vraiment eu, dans le fond, Courtney, elle a eu beaucoup plus de difficultés dans la nuit que le jour. Puis moi, je l'ai eu 2 jours. Beaucoup de difficultés, je dirais. Elle avançait quand même très, très bien là, par rapport à ce qu'elle vivait. Mais c'est certain que la portion à elle-même, elle a eu des hauts et des bas. Et puis, mais bon, c'était le fun parce qu'il y a eu il y a des moments où en fait on jasait comme si on était en camp d'entraînement, puis on parlait de tout et de rien. On est allé dans des conversations très sérieuses, comme on a dit des niaiseries. Et puis c'était beau de l'avoir avancé, puis de voir en fait de voir aussi l'ambiance de la course de façon générale. Les ravitaux qui sont en plein milieu du désert, les photographes qui viennent suivre la course. Donc les crews, tout le monde, l'organisation de tout ça, je pense que c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Donc, je dirais pas qu'elle a eu des super gros downs là, pendant ma portion. On a quand même bien avancé pour où on en était dans la course. Mais moi, j'ai eu on a tous les deux eu un fou rire parce qu'on a frappé le 150 miles pour elle pendant ma section, et ce qui voulait dire qu'il restait 100 miles. Et on était en train de monter une côte. Il faisait super chaud. On se rapprochait de l'altitude, puis tu voyais que, en fait, ça avait aucun sens, mais vraiment aucun sens. Donc, on a bien ri. C'est quand même fou quand tu dis il reste 100 miles, quand c'est une distance déjà que pour le commun des mortels hors du trail, ça n'a comme aucun sens que des gens courent ça. Puis là, tu es en train d'en faire un, tu en as 150 dans les jambes, tu fais bon, mais il reste juste le dernier 100 miles. Ouais. Mais moi, ce qui m'impressionne, tu le disais tantôt, le pace, le beat est différent de ces courses-là, tout est plus au ralenti. Moi, ce qui m'impressionne d'année en année à suivre ces courses-là, c'est que les records du parcours, ou en tout cas les temps les plus rapides, drop, mais je veux dire, ça fond comme de la glace au soleil. Je veux dire, c'est du plusieurs heures chaque année, ce qui veut dire que les gens sont de plus en plus rapides. Donc, avant, on avait un peu la vision, bon, les 100 miles, ça se race en avant du pack à une vitesse plus lente, mais ça se race quand même. Le 200 miles, c'est un concours de hiking rapide. On n'est plus là pantoute quand tu vois, tu sais, je veux dire, ce que Rachel Entrekin a fait de dormir 19 minutes sur 50 quelques heures de course. Puis, le pace moyen, je me rappelle plus, mais tu sais, son pace total, incluant les pauses, est à 8 minutes du kilo. On s'entend, à 8 minutes du kilo, c'est un pas de course. Elle, c'est son pace moyen, incluant des pauses assises, des ravitaux. Fait que ça veut dire qu'elle était constamment en mouvement autour de 6 du kilo. J'analyse les stats un peu n'importe comment, mais pour montrer à quel point c'est plus de la rando longue. Là. C'est de la course du début à la fin. C'est quand même complètement débile. Oui, c'est complètement débile. Puis en fait, ce que j'ai trouvé particulier de cette année, c'est que en fait, le devant du peloton, vraiment pas, personne n'a dormi en fait. C'est comme si le sommeil, c'est plus nécessaire. Tu sais, avant, on disait, puis j'ai pas la réponse parce que je sais pas qu'est-ce qui est meilleur, mais on disait que, tu sais, avoir, quelques heures de sommeil, vraiment, ça te permettait de te réjuvéner et de repartir. Mais là, cette année, au devant du peloton, personne dormait, mais personne dormait. Tu sais, les gens, ils prenaient des petites siestes ici et là. Mais bon... Mais c'était vraiment quelque chose. Puis c'est pour ça que depuis, les gens arrêtent pas de me dire ce que tu voudrais le faire. Puis je peux pas m'empêcher de me dire, mais pas tout de suite, en tout cas. Je suis pas rendue là encore dans mon processus. Non, mais c'est ça, c'est un autre sport complètement, mais en même temps, ça se rapproche de plus en plus. On dirait que j'ai l'impression que le 200 miles est un peu là au genre de point tournant que le 100 miles était peut-être il y a 10-15 ans, une époque où tu avais l'UTMB Western, puis le reste, c'était des courses de
de région. Tu sais, le monde allait dans tel coin d'Arizona, faisait la course, c'était plus local, mais là, on a plein de courses, il y a un engouement, puis le 100 miles est quasiment rendu accessible dans le sens que la quantité de monde qui complète des 100 000 chaque année, j'avais vu les stats l'année passée, mais c'est des centaines de milliers de personnes dans une même année qui vont faire cette distance-là. C'est rendu, c'est pas accessible, c'est pas le bon terme, mais c'est plus commun que c'était. Puis, il me semble, il y a une couple d'années, le 200 miles était cette espèce d'affaire-là que quelques fous faisaient. Puis, ça devient mainstream, ça devient populaire. Je veux dire, Cocodona, en 2027, a une loterie parce que l'engouement était trop fou. Puis, c'est 600 personnes sur le départ. Ouais. Une course de 600 personnes, de 250 miles, a une loterie parce qu'il y a trop d'engouement. Je pense que personne l'a vu venir il y a 10 ans, ça, que ces premières courses-là de 200 miles, ça allait devenir un thing vraiment, vraiment populaire. Là. Ouais. En tout cas, j'ai une histoire à raconter qui nous a vraiment fait rire, là. C'est que dans la section où je paissais Courtney, il y avait comme un 6 km où tu n'as pas le droit de dépasser quelqu'un. Parce que tu passes sur des chemins privés, ils voulaient pas qu'on endommage les sentiers. Et puis avec Courtney, on en riait, puis on disait, puis de toute façon, ça faisait des heures qu'elle avait pas vu personne, puis qu'on voyait personne devant, blablabla, on pensait pas qu'on va croiser quelqu'un. Et puis là, on est dans la section de nos passes, puis là, on se rapproche, puis là, on voit quelqu'un, puis là, je commence à lui dire, mais merde, on est vraiment dans la section, tu peux pas dépasser, tu sais. Puis on se rapproche. Et c'est un gars, il avait un oreiller gonflable dans les mains, puis ses poses Lucky, tu sais, qui traînait en même temps un oreiller gonflable et des poses Lucky. Donc de un, je trouvais ça super drôle, tu sais, je me disais bon, c'est quand est-ce qu'on reverrait ça? Et on arrive sur lui, puis là, lui, dans le fond, il voulait prendre une sieste. Puis là, on le regarde, puis on lui dit, non, mais tu peux pas prendre de sieste, là, on est dans la no-pass zone, puis on venait d'y rentrer, là, ça faisait peut-être 2 kilos. Et donc là, elle a dit, il faut qu'il continue. Fait qu'il a couru devant nous, tu sais, on l'a poussé pendant 4-5 kilos. Puis tu sais, ils ont jamais mis une pancarte qui disait, on est sorti de la no-pass zone. Et donc, Courtney était pas prête à le dépasser, donc on faisait juste le faire avancer. Il a couru peut-être 3-4 kilos avec son oreiller dans les mains. Puis ses bâtons Lucky, on lui a mis la pression. Puis finalement, on s'est mis en accord qu'on en était sorti. Puis qu'il s'est arrêté sur le bord de la trail, puis il s'est couché. My God, c'est quand même le genre d'affaire que, comme tu dis, tu verras pas ça ailleurs. Là. Tu verras pas ça ailleurs. Personne à l'UTMB court avec son oreiller et ses pôles. Ah non, c'était vraiment quelque chose, c'était drôle. Là. puis c'est de voir aussi les gens qui font le cut-off complet, là, tu sais, des gens qui rentrent à 124 heures et demie, 125 heures. Je veux dire, c'est tellement long. Je parlais que, tu sais, j'ai échangé quelques petits messages avec Sandra Lafontaine que j'ai reçu plus tôt cette année, où je pense que c'est le dernier épisode de 2025, puis elle l'a complété, puis moi, j'ai recommencé à regarder le feed comme ça dans les Golden Hour, puis j'étais là, c'est complètement fou ce que ces gens ont vécu, parce que la vitesse à laquelle Courtney, puis Rachel, puis Killian l'ont fait, c'est extrêmement impressionnant, puis encore là, c'est un peu comme un 100 miles. Moi, ça m'impressionne ceux qui font la Western en 15-16 heures, puis ça m'impressionne ceux qui rentrent en 29-58, parce qu'ils ont vécu deux aventures complètement différentes, mais c'est le même parcours, puis la personne qui a fait 29h58 a été sur le parcours 2 fois plus longtemps que les premiers. Mais là, c'est la même chose, mais à échelle de 58 heures versus 125 heures. C'est impressionnant. Ouais, c'est clair. C'est clair. Moi, je suis... Ouais, puis on les voyait, là. Tu sais, on se promenait tu te promènes un peu sur Flagstaff, puis à la fin du parcours, elle passe dans downtown, puis une des rues principales. Donc, des fois, on voyait des gens courir, puis tu te dis 2-3 jours plus tard, là, tu te dis, ah, j'en reviens pas qu'ils sont encore en train de courir. Fait que ça t'a pas donné le goût, tu t'es pas mis dans le tri 2027 de Cocodona? Non, mais en fait, c'est pas que j'ai pas le goût, c'est que pour moi, il faut que je réussisse à faire un 100 miles sans pépin avant de passer à une distance plus grande. Ah, c'est ça. Mais en même temps, ça va toujours être là, puis t'es jeune, hein, fait qu'on sait jamais. Exactement. Dans quelques années, je pense vraiment. Mais la vibe a vraiment l'air cool. En fait, ces événements-là ont vraiment une identité forte. Les Cocodona de ce monde, Arizona Monster, Moab, Tahoe, je n'ai parlé avec plein d'invités qui l'ont fait, puis le monde a l'air de vivre. Puis je pense que cet esprit de communauté-là qu'on vit déjà sur les 100 miles ou sur n'importe quel événement trail est décuplé parce que là, tout le monde est dans le même bateau depuis plusieurs jours. Les bénévoles, c'est des bases de vie, puis sont là pour vraiment aider les coureurs qui sont pas juste là pour ramasser un melon d'eau et repartir. Ils sont là pour dormir, se repatcher, essayer de faire des tapings ou je sais pas quoi. Fait que l'esprit de communauté a vraiment l'air intense sur ce genre de course-là.
Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Puis, je veux dire, l'organisation en tant que telle fait en sorte que c'est le cas, mais c'est sûr que, comme tu dis, en fait, je pense qu'il doit tellement avoir une camaraderie, je l'ai pas fait, donc je peux pas savoir, mais j'imagine que, tu sais, les gens, il y a personne qui sait ce que tu as vécu plus que les gens contre qui t'as couru, donc, tu sais, c'est beau de les voir aller, tu sais, pendant un bout de temps, Courtney, elle échangeait beaucoup avec Heather, tu sais, ils étaient proches et tu sais, de voir les interactions entre les deux, c'est quand même beau de voir ça, donc ça, c'est sûr. Ouais, puis je sais pas si t'as vu une vidéo, c'était un reel, c'était Jeff Garmire, puis je me rappelle pas quel autre coureur qui sont tes amis dans la vie puis qui se battent, mais ils rentrent un ravito puis ils se poussent, mais c'est une joke, mais le monde l'a tellement pris au sérieux de genre, hey, ça a plus de sens, le trail a tellement changé, maintenant les gens se battent dans les trails, puis des comme, c'est genre les deux meilleurs potes qui se sont croisés puis qui se sont magnésiés parce que ça fait les deux 60 heures qui n'ont pas dormi puis ils ont plus trop de cerveau puis qui se voient, sont contents de savoir puis ils se mettent à se batailler, mais chamailler puis bon, c'est ça. L'esprit de camaraderie, je pense qu'il est à son paroxysme quand t'as pas Ouais, dormi depuis 60 heures. c'est clair. Courtney n'a pas parlé de ses hallucinations. Souvent, il y a eu des moments loufoques suite à certaines de ses courses où elle partageait ses hallucinations. Est-ce que tu sais si elle a vécu ces moments de folie-là? Je crois pas qu'elle ait de l'hallucination. Je pense qu'il y a eu d'autres problèmes qui ont fait en sorte que potentiellement elle s'est pas rendue à un stade. C'est quand même fou parce qu'on a beaucoup parlé de Rachel puis de ce qu'elle a accompli, puis de ces 3-4 femmes-là qui sont dans le top 10 au classement général. Puis on le savait depuis longtemps que les femmes sur ces épreuves-là étaient plus fortes que les hommes, puis on en a une preuve encore. Mais on n'a pas beaucoup parlé de Courtney, qui a quand même un chrono qui, dans 100% des autres éditions de Cocodona, l'aurait remporté. Puis elle a eu une course qui a eu l'air d'avoir eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas, mais de toujours continuer. Puis je pense qu'elle avait une vengeance aussi par rapport à l'année précédente où elle avait abandonné. C'est beau à voir. Maintenant, on la voyait descendre au classement, puis tu dis, OK, c'est une course plus difficile, ça arrive. Puis là, boum, elle se remet à monter, puis tu te dis, tout revient toujours, puis c'est encore plus vrai, je pense, sur 250 miles, c'est que tu as de la place en masse pour ressusciter, renaître de tes cendres, puis repogner ton pace. Là. Ben, en fait, moi, ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que, tu sais, c'est impressionnant les courses qui vont bien. Puis oui, je suis super impressionnée par les gens qui réussissent à avoir des courses, puis tout se passe bien. Mais moi, en fait, ce qui vient me chercher encore plus, c'est les gens qui se battent contre tous les problèmes. Et puis, c'est sûr que Courtney, en fait, vous l'avez peut-être entendu sur la ligne d'arrivée, là, mais elle avait plus de voix. Oui. Dans le fond, elle avait tout bloqué. Les sinus et tout, puis elle était plus capable de respirer. Ça faisait des heures et des journées qu'elle était comme ça. Et elle continue à pousser, puis de la voir, en fait, continuer à pousser contre tous ces problèmes. Pour moi, c'était vraiment ça j'ai trouvé ça fou qu'elle soit capable de pousser à travers tout ça pour aller chercher quand même une belle performance. Puis au-delà de ça, c'est d'arriver le plus rapidement possible à la ligne d'arrivée, peu importe si elle était deuxième ou son temps final. Je m'en fous un peu de son temps final puis sa position. C'était juste de l'avoir continué puis de persévérer à travers tous ces problèmes. Moi, c'était vraiment ça qui était vraiment beau de voir chez Courtney. Et de l'avoir le faire avec un sourire, puis jamais se plaindre, puis tu sais, elle est toujours sollicitée un peu, Courtney, et elle réussit quand même à toujours faire, en fait, avoir une attitude qui est vraiment extrêmement positive. Et puis moi, ça, c'est vraiment venu me chercher dans le sens que je me dis, moi, si tu sais, je l'ai transposé un peu sur comment je suis des fois moi en course. Et puis quand j'ai des gros problèmes, tu sais, je veux dire, c'est sûr que je peux ne plus sourire. Ah ouais. Et puis j'ai trouvé ça fou à quel point elle est capable de continuer de remercier les gens, de être souriante, puis même si elle est en train de vivre un enfer, puis elle garde une attitude qui est vraiment, vraiment très, très, très respectable. Oui, mais c'est ça qui est super impressionnant. Moi, c'est ce que je trouvais le plus touchant de sa 10e place l'année passée à l'UTMB, c'est que, je veux dire, la montée, je pense que c'est une vidéo, c'est Distance Plus qui a cette vidéo-là, mais elle monte la dernière montée avant la dernière ravito, puis, tu sais, ça a l'air extrêmement souffrant, puis tu le vois dans sa face, puis elle arrive au ravitaillement, puis c'est Courtney qui de tous les jours qui est là à jaser avec les bénévoles, puis elle reprend la descente, puis elle arrive dans Chamonix, puis tu te dis, c'est impressionnant d'arriver là en étant autant dans la souffrance, autant dans la douleur, puis de quand même être ce qu'elle est, c'est-à-dire triper d'être dans le moment présent, puis triper d'être avec les gens, puis je trouve que c'est une belle leçon pour n'importe qui, peu importe où, en avant ou en arrière du pack, on devrait toujours avoir cette attitude-là, puis même si t'as la tête dans le cul, t'arrives au ravito, tu remercies les bénévoles, puis
Ça fait toujours du bien anyway, là, on dit toujours hey, mets-toi un sourire dans la face, ça aide là, juste d'envoyer ces signaux-là à ton cerveau, mais de juste jaser avec le monde, des fois ça peut juste te faire oublier, puis profite-en, puis remercier les bénévoles, puis ça peut changer ta course. Là. Ouais. Avant qu'on parle de la Western, on va se prendre une pause pour un message d'un partenaire, puis on poursuit ça de l'autre côté. La préparation pour un 100 mètres, c'est des mois d'entraînement physique spécifique, mais c'est aussi une certaine préparation logistique. Les conditions peuvent changer, il va faire chaud le jour, frette la nuit, il va peut-être avoir de la pluie. Bref, en faisant l'inventaire de mon gear, je me suis vite rendu compte qu'il me manquait des bas, puis un gilet long chaud, mais pas trop chaud. Puis en consultant la liste de matériel obligatoire, j'ai vu que ça me prenait absolument une deuxième lampe frontale, pas juste des piles de rechange comme c'est souvent le cas. Bon, j'étais un peu dernière minute, je l'avoue, mais ça me stressait pas pantoute parce que mes amis d'Altitude Sport ont un inventaire complètement fou puis ils livrent en 24 heures partout au Canada. Puis le retour est tellement facile que dans mes délais un peu serrés, je me suis permis de commander 2 tailles de gilets longs, de les essayer puis de leur retourner celui qui me faisait pas. Résultat, j'avais du choix, j'ai reçu mon stock à temps puis le retour a été hyper simple. Même pas besoin d'imprimante. Tu veux faire pareil? Va sur altitudesport.com et utilise le code PASSORTIDUBOIS 2026 PASSORTIDUBOIS 2026 tout en majuscule pour obtenir jusqu'à 20% de rabais sur ta première commande. Attention, il faut que tu te crées un compte pour avoir accès au rabais. Le lien et les conditions sont dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. On est de retour avec Marianne Hogan. Marianne, c'est probablement notre dernier épisode avant la Western States. Au pace où on est dans les derniers mois, je pense que notre prochaine jasette sera peut-être après. J'ai envie qu'on parle un peu de comment tu approches cette course-là avec l'expérience aussi des dernières années, autant sur la Western que sur les 100 miles, sur les courses que tu as faites. Ton état d'esprit en ce moment, quand tu vois cette course-là qui s'en vient par rapport au même moment l'année passée, est-ce que c'est différent? Non, c'est assez similaire. Je pense que, en fait, ce qui est bien de faire une course comme ça ou d'avoir la chance de faire, là, ça va être ma 3e fois sur la ligne de départ, c'est de savoir un peu les choses que je dois travailler puis qu'est-ce que je dois faire exactement pour arriver le mieux préparé sur la ligne de départ. Donc, je pense qu'on a quand même bien regardé tout ça, puis on continue de travailler tout ça là, pour en arriver le mieux possible sur la ligne de départ. Pour moi, évidemment, c'est toujours une question d'arriver en santé. Et je pense que de ce côté-là, on a quand même bien pris les choses en main. Mais l'idée, c'est vraiment d'arriver là, la mieux préparée possible. Et puis, je pense que jusqu'à présent, c'est ce que je suis en train de faire. Puis, ce que je veux, c'est de pas dérailler en cours de route. Il reste quand même, c'est bientôt, mais il reste quand même, il doit rester 7 semaines maintenant. Et beaucoup de choses peuvent se passer dans cette semaine. Dans mes 2 dernières préparations pour la Western, dans les dernières 7 semaines, le train a déraillé. Donc là, je me focus vraiment sur essayer de faire en sorte qu'il ne déraille pas, puis d'arriver prête à livrer une performance dont je peux être fière pour pouvoir éventuellement tourner la page temporairement sur la Western. Je dis pas ne jamais y retourner, mais j'aimerais quand même potentiellement là, passer à autre chose après cette année si je peux être fière de mon parcours. Est-ce que quand c'est la 3e fois, quand tu es en terrain connu, disons-le comme ça, est-ce qu'il y a encore cette même petite excitation-là? Parce que je me rappelle, il y avait une fébrilité quand on se parlait en 2022, justement, à l'approche de cette première course, qui est ton premier 100 000 aussi, veux pas. L'année passée, il y avait tout un côté retour à cette course-là. Tu sais, entre 2022 et 2025, tu avais quand même vécu toute une montagne russe. Il y avait cette fébrilité-là d'y revenir, d'avoir réussi à avoir un ticket à la dernière course qu'il en donnait. Là, dans ce cas-ci, est-ce que tu ressens encore cette fébrilité-là? Ben, c'est certain. Je pense que la Western, ce sera toujours... c'est dur à expliquer pourquoi j'adore cette course, mais je pense qu'elle vient chercher un peu le côté américain en moi. Puis j'adore la préparation. J'adore le fait que ce soit une course qui se court quand même assez rapidement. J'adore le fait que ce soit de la descente. J'adore la chaleur. Donc, je pense que tout ça fait en sorte que j'ai hâte de me retrouver sur la ligne de départ. Puis, je suis reconnaissante aussi de cette opportunité. Puis, je trouve que, en fait, ça me fait plaisir d'honorer mon dossard F3. Donc, je te dirais qu'il y a beaucoup de fébrilité, puis il y a aussi le désir de bien faire les choses et d'y retourner avec un objectif d'une performance qui va me rendre plus heureuse que les dernières, même si j'en étais quand même ravie, mais je pense qu'il y a moyen pour moi de mieux faire et je parle pas nécessairement en termes de position, mais je parle plus en termes de performance personnelle là, par rapport au temps et à l'effort que je peux y mettre.
Moi, ce que j'avais posé comme question, c'est quoi les paramètres qui définissent une performance dont tu serais fier? C'est, comme tu dis, c'est pas la position, le temps, mais c'est le sentiment d'avoir tout donné dans le meilleur contexte? Ouais, ben en fait, c'est potentiellement d'avoir un meilleur contexte de base. Ouais. Je pense qu'il est vraiment important pour moi cette année, c'est d'arriver en santé puis de pouvoir me livrer là, à fond dans la course. Donc ça, c'est sûr que ça va me rendre plus heureuse. Là, je suis capable de faire la course avec moins de douleur au premier kilomètre. Ce serait quand même pas mal. Et aussi, évidemment, de mieux gérer les circonstances externes. Donc, c'est sûr que ma douleur l'année passée a fait en sorte que je m'étais moins... En fait, j'avais perdu beaucoup de mon adaptation à la chaleur, même si j'avais continué de faire une adaptation passive. Donc, c'est tout plein de petits détails comme ça qui font en sorte que, en fait, j'aimerais traverser la ligne d'arrivée puis de me dire que j'ai limité les problèmes potentiels plutôt que gérer les problèmes existants. Mais bon, je suis aussi très consciente du fait que j'aurai certainement des problèmes et que je devrais réagir à ce moment-là. Puis je me sens quand même équipée parce que j'ai eu une panoplie de problèmes durant chacun de mes 100 miles. Mais l'idée, c'est quand même de me dire, en fait, j'aimerais avoir le moins de si possible. Par exemple, si j'avais pas eu mes douleurs au dos, si j'avais pas eu ma grosse crise de chaleur, si j'avais pas eu ci, si j'avais pas eu ça, je pense que j'aimerais vraiment traverser la ligne d'arrivée avec le moins de si possible. Donc voilà mon objectif pour cette année. Tu disais à l'autre épisode que tu voulais pas nécessairement faire de courses de préparatives parce que quand tu mets un dossard, tu sens qu'il faut que ta tank soit pleine. Tu arrives à la tank de motivation, puis tu vas aller creuser dedans, puis tu vas aller jouer dans ces cartouches-là dans une course. T'en as fait une, t'as fait l'Éco-Trail Paris, mais ça fait quand même déjà longtemps. Tu sens-tu qu'en ce moment, à 7 semaines du départ, tu es en train de la remplir, puis tu vas arriver justement avec tout l'espace. Depuis tantôt, on parle de physique, mais j'ai l'impression que ce paramètre-là dont tu parlais, la tank, c'est plus de l'espace mental, c'est d'avoir un état d'esprit qui est couteau entre les dents, puis que tu es prêt à tout donner, puis tu es équipé pour vraiment tout donner, puis aller creuser profond. Oui, je sens que oui, mais je sens aussi que, comme je t'ai dit, cette semaine, c'est pas beaucoup, mais c'est aussi beaucoup de temps pour aller faire tout ce qu'on a à faire et de bien faire les choses. Donc, je pense que pour moi, c'est vraiment ça le focus, c'est de se dire que oui, effectivement, si tout se passe bien d'ici la course, évidemment, encore une fois, je risque d'avoir quelques intempéries, mais si tout se passe bien, je suis assez certaine que sur la ligne de départ, je vais être prête à tout donner. Puis moi, je marche aussi quand même beaucoup comme ça, tu sais, un gros objectif. En fait, plus la pression est grande, plus je suis stimulée par l'objectif. Donc, c'est certain que j'aime en fait l'idée d'avoir que cette course-là qui veut dire que le jour J, je suis prête à exactement tout donner. Et je pense que je suis réaliste aussi de me dire que je pourrais pas nécessairement faire ça 10 fois par année. Donc, j'ai choisi la Western comme objectif et je me présente sur la ligne de départ prêt à me livrer à cet objectif, en fait. Ça avait déjà confié que tu te nourris quand même des attentes, tu sais, que la pression qu'on peut se mettre, c'est quelque chose que ça peut tomber dans le négatif, mais ça peut être au contraire de l'huile sur le feu pour justement faire ressortir le meilleur. Là, entre maintenant et la Western, si on est moindrement geek, à chaque semaine, il y a un nouvel épisode de je sais pas quel podcast qui va avoir des pronostics, puis les gens vont parler de ça. Est-ce que c'est des choses que tu écoutes par curiosité? Est-ce que c'est des choses qui peuvent te servir comme outil de motivation quand les gens te disent ça c'est l'année de Marianne, OK, ça craint positivement, puis quand les gens te mettent pas dans un quelconque pronostic, là, ça te dit je vais tout donner pour faire mentir ces pronostics-là. Est-ce que tu te nourris encore un peu de ces choses-là? Oui, en fait, moi, je trouve ça plaisant. Et en fait, si je faisais pas partie de la course, je pense que j'écouterais les pronostics tout autant. Donc, mais bon, même ta partie de la course, pour moi, comme tu dis, c'est qu'il y a deux façons. En fait, les gens vont livrer un narratif, puis c'est moi de contrôler un peu comment je me sens par rapport à ce narratif-là. Puis moi, j'ai vraiment aucun problème à tourner le narratif dans mon sens.
Et je pense que c'est mon pouvoir de faire ça. Dans le sens que tu l'as bien expliqué, si quelqu'un veut me mettre dans les top athlètes pour la Western, ben je prends ça comme du renforcement positif. Et si au contraire quelqu'un décide de ne pas m'ajouter à leur top 10, ben je prends quand même ça comme du renforcement positif parce que je me dis ben j'aimerais ça leur montrer, en fait c'est mon opportunité de leur montrer, puis je prends ça un peu comme de l'huile sur le feu en quelque sorte. Donc j'ai aucun problème à écouter ces diagnostics-là, puis en même temps je trouve ça amusant, je trouve ça drôle, je trouve ça le fun. Après le jour de la course, je me dis, il était vraiment dans le champ avec leur prognostic, puis je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle parce que c'est vrai que souvent, je fais pas partie des numéros 1 dans les prognostics, puis au final, ben, je me faufile et même pendant la course, l'année passée, c'était drôle. Ma famille qui a regardé le live tout le long et quand j'ai revu des sections, il y a plusieurs fois sur le live qu'ils disaient que j'avais l'air d'être en train de mourir puis que j'étais en train de tomber dans le top 10. Puis c'est vrai que j'avais l'air d'être en train de mourir, mais je continuais d'avancer puis éventuellement, je me suis hissée sur le podium. Mais c'est tout des facteurs externes que ce que je trouve bien dans la vie, c'est que tu vas toujours faire face à des facteurs externes, mais tu peux toujours, en fait, te servir d'un bouclier ou d'ouvrir les bras, ou en fait, tu fais ce que tu veux de tous les facteurs externes, mais il y a toujours moyen de contrôler tout ça, puis de contrôler ta réaction par rapport à ça. Donc, moi, ça me stimule et c'est certain que de baigner dans l'univers Western States jusqu'à la course, ça ne peut que me faire du bien parce que ça fait en sorte que je me focus sur mon objectif et puis en fait quand les temps vont être difficiles et je sais que les temps vont être difficiles à un certain moment durant la course, mais je vais me rappeler que en fait c'est ce que j'ai voulu depuis les X derniers mois, X dernières années, puis ça me permet de bien me battre le couteau entre les dents comme tu dis. Ah oui. Côté crew, côté pacer, la stratégie d'avoir deux équipes, je suppose qu'elle se poursuit parce que c'est un peu la seule façon de bien être accompagné, surtout pour les coureurs en avant du pack. Mais est-ce que c'est déjà décidé qui va être là, qui va te pacer? C'est pas tout à fait décidé encore. J'attends une réponse de nos amis au Saguenay, donc Olivier et Josiane. J'attends de voir si c'est possible pour eux de venir sur la Western. Sinon, c'est certain que je suis très bien entourée là, par rapport à mon équipe chez Salomon. Puis, dans tous les cas, ils vont bien gérer la crew au complet. Mais n'empêche que ça me ferait bien plaisir d'avoir Olivier encore comme pacer et Josiane dans mon équipe. Mais c'est des détails que j'ai encore besoin et qu'ils ont encore besoin de temps de voir là, au niveau logistique. Mais je vais voir ça là, dans les semaines à venir. Oli, t'as pacé les deux fois. Ouais. La première fois, c'était Thomas, Oli. La deuxième fois, c'était Oli. Puis Josiane était sur un des deux crews avec leur grosse caravane. Il y avait une immense van. Non, l'année passée, il n'y avait pas une immense van. Ils étaient venus que tous les deux, puis ils s'étaient joints aux équipes, dans le fond. Mais c'est bon, en fait, ce serait bon de les avoir, là, parce que, tu sais, l'équipe A, l'équipe B. Ouais. Mais oui, Olivier m'avait pacé l'année passée. Et puis là, c'est à voir s'il va me repasser. Mais on verra. Je leur mets pas plus de pression qu'il faut parce que je sais que, ils ont la vie à gérer, ils ont des enfants, ils ont des chiens, ils ont des emplois, donc je comprends aussi que se libérer à chaque année là, c'est compliqué un peu, donc j'attends un peu de voir où est-ce qu'ils en sont avant que je planifie là, autre chose de mon côté. Oui, mais tu leur mets de la pression, mais tu viens de nous expliquer il y a 5 minutes dans le podcast la pression. Chacun contrôle comment il réagit par rapport à ça. Fait que je pense qu'ils sont je pense qu'il réagit à la pression. Il réagit à la pression. C'est clair. Est-ce que la famille va être là aussi en Californie cette année? Non, je crois pas. Dans le fond, encore une fois, c'est difficile pour eux de se libérer là, à chaque jour à la Western. Et la Western, c'est pas non plus super facile y aller du Québec. Là. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais c'est quand même un peu compliqué. Et on se rappelle que moi, j'ai pas d'enfants, mais que chacun de mes frères et sœurs ont 2 petits-enfants. Donc, un peu plus compliqué, mais moi, c'est certain que je vais aller les voir là, au mois de juillet, donc tout de suite après la Western. Je vais être de passage à Montréal et au Québec là, pour voir la famille, puis faire le plein avant de repartir en Europe. C'est très cool, ça. Fait qu'à l'approche de la course, il te reste 7 semaines. Est-ce que tu as un plan de match? Est-ce qu'en ce moment, tu sais ce que ton coach te prépare, sont où les pics, puis à partir de quand tu tombes en mode plus taper? Habituellement,
Je voulais te poser la question plus spécifique sur le taper parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent, puis je sais toujours que ces conversations-là, puis tu es excellente pour le ramener pour monsieur, madame, tout le monde. Toi, un taper réussi, c'est quoi? C'est combien de temps? Combien de temps avant l'objectif? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste actif? Oui, alors un taper ici pour moi, c'est souvent entre 10 et 14 jours que je vais le commencer avant. Potentiellement plutôt 10 jours. Mais 10 jours, tu vois, c'est très suffisant pour moi là, de vraiment ralentir. Et l'idée pendant ces 10 jours-là, c'est surtout de ralentir le volume. Donc vraiment diminuer le volume au complet. Tu gardes quand même quelques petites intensités pour t'assurer que tout fonctionne et que la machine est encore en marche. Mais l'idée pendant 10 jours, c'est vraiment de faire le moins possible. Et puis pour moi, c'est le taper, ça signifie aussi, tu sais, les journées avant la course, c'est important de faire le moins de choses possible aussi, se libérer l'esprit, se libérer. En vrai, vraiment là, pendant 5 jours, j'aime ça rien faire. Je trouve ça le fun parce que c'est des moments, tu sais, c'est rare aussi là que dans notre préparation, on a toujours plein de choses à faire. T'as rendez-vous chez le kiné, t'as la préparation à la chaleur, t'as la musculation, t'as l'entraînement et tout ça. Donc, ce que j'aime, en fait, c'est que t'as 5 jours où, ben là, évidemment, tu prépares tout la logistique, mais même dans un monde idéal, tu aurais préparé la logistique avant ça pour que t'aies vraiment le moins nombre de choses possibles à faire. Et puis, c'est souvent des super bons moments avec la crew à faire des choses. Puis aussi, à ne pas négliger que souvent, ben avant la course, il y a des entrevues, il y a des choses à faire comme ça. Donc, vraiment t'assurer que, bon, tu fais les choses que tu as besoin de faire, mais le reste du temps, tu relaxes le plus possible. Souvenez l'année passée à l'UTMB de Ludovic Pomeray, 2 jours avant l'UTMB, qui fait son taper, t'as 2 jours de l'UTMB, et qui fait juste courir d'un bord à l'autre à Chamonix sur son vélo avec sa femme, à juste faire 28 entrevues par jour, tout en déplacement actif, à vélo, avec son kit de trail, il avait sa veste d'hydratation. On dirait qu'il était déjà en train de faire une course. Je me disais, c'est quand même fou, cette intensité-là que vous vivez aussi. Peut-être que Western est un petit peu moins intense que Chamonix, mais je pense que dans les deux cas, c'est des Jeux olympiques du trail, c'est nos plus grandes courses. Puis il y a quand même ça qui prend beaucoup de temps. Puis l'attention médiatique, elle augmente d'année en année sur le sport. Donc, le nombre de sollicitations doit augmenter aussi. Puis on entend parler de plus en plus d'athlètes qui, justement, à Chamonix, ils ne vivent pas à Chamonix, justement, parce que, oui, tu vas faire certains engagements, mais quand t'en sors, quand tu es en train, justement, de vouloir te reposer puis de mettre le cerveau à off, tu peux pas être dans Chamonix. Oui. En fait, c'est sûr que, comme tu dis, on essaie quand même de limiter notre charge, en quelque sorte, ce qui inclut aussi tout ce qui est entrevue et tout ça. Mais moi, j'aime ça quand même parce que c'est comme une opportunité aussi de te refocuser parce qu'effectivement, pendant ces entrevues-là, on parle que de la Western. Et puis pour moi, c'est comme des moments un peu de visionner la course, de parler un peu de la course, de se remettre en axe de OK, c'est ça qu'on est en train. On est ici pour ça. Donc pour moi, ça rajoute une dimension un peu de pression que j'aime beaucoup. Mais n'empêche que effectivement, t'es mieux de le gérer. Puis chacun, c'est différent pour tout le monde. Je pense qu'il y en a pour qui ça va peut-être plus stresser qu'autre chose. Mais c'est de se connaître puis de prendre les bonnes décisions. Mais ouais, c'est ce que je dirais par rapport à ça. Je te posais la question du taper parce que aujourd'hui, je suis pile à 11 jours de mon prochain 100 000 que je prépare depuis longtemps. Puis je t'écoutais, je me disais, il faudrait vraiment que je commence à relaxer. Premièrement, pas faire d'entrevue debout, comme je fais en ce moment. J'aurais dû m'asseoir, manger des chips, commencer le carb load pendant l'entrevue. Ça commence mal, mon affaire, là. Ouais, les carb load à 10 jours, je pense que c'est encore correct. C'est un peu intense, ça. On n'avait pas pensé tout de suite, mais mettre un peu le break à bras, ça, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Pour moi, 10 jours, je trouve ça parfait. Ouais. Des fois, même, tu vois, 14 jours, j'aime ça, puis tu peux faire un espèce de taper en U aussi. Tu tapers, puis après ça, tu reviens un peu, puis tu reviens. Ça peut être une option aussi pour les gens. Mais l'idée, c'est de te relaxer le plus possible. Puis toi qui es papa de famille et qui a aussi un emploi, c'est en fait, c'est un moment opportun pour toi de te focusser sur autre chose puis de relaxer. Moi, c'est comme ça que j'aime ça le voir aussi, le taper. Ouais. Moi, j'aime une semaine avant l'objectif, en plein milieu du taper, comme ça, d'avoir quand même moins dans l'intensité, plus dans la longueur, mais sans dire qu'on fait une long run. On ne part pas pour 4 heures, mais je trouve que ça manque confiance des fois parce que le taper, il joue dans la tête. Puis des fois, c'est juste que ça fait des mois et des mois que tu build up puis que tu es dans une intensité. Puis là, de tomber relax, c'est dur, je pense, pour
le cerveau humain d'accepter ça. Puis j'aime cette dernière long run qui est souvent, moi c'est souvent que je vais tester dernières affaires d'équipement. Fait que tu pars 90 minutes, 2 heures, mais hyper lent, zone 1 avec tu marches, tu chill, puis en mode vagabondage, mais dernier check-up d'équipement, être sûr que la veste, puis le quiver ou peu importe quoi frotte pas à tel endroit, mais on dirait que moi, elle me met en confiance, puis c'est basé sur aucune science, c'est juste moi, j'aime une semaine, 8 jours avant l'événement, en milieu de taper, vraiment m'offrir une longue course, mais sans aucun objectif autre que d'être longtemps sur les jambes, puis de sentir, OK, je viens de faire 2 heures, puis mes jambes sont fresh après, donc je suis vraiment prêt pour faire 24 heures. Ouais, mais c'est un peu le principe d'un taper en U. Comme tu relâches, après tu reviens, puis tu relâches. C'est intéressant. Ouais, il y en a qui peuvent faire ça aussi. Moi, je vais faire mon taper, ça va être de faire 8 heures, 9 heures de route avec Nico Dan, qui va être mon crew et mon pacer. Fait que je pense qu'on pourrait quasiment faire notre jazzette de geek pré-Western State. On va la faire live dans l'auto. On s'entend que ça va être beaucoup de jazzette de geek, que ce soit enregistré ou pas. Ça sera pas enregistré, mais... Ça va être la jazzette de geek. Ouais, 18 heures de route en 3-4 jours, plus combien? 5, 6, 7 heures ensemble sur le parcours. Je pense que ça va être... c'est quelle course? C'est Sulphur Springs en Ontario. Ah oui, oui. Il y a le plus vieux 100 000, la plus vieille course de trail au Canada. Il y a combien de D+? 4500. Fait que relativement roulant, relativement peu technique, mais 4500 sur 100 000, je trouve quand même ça, je pense que c'est courable tout le long, fait que je pense que c'est quand même sournois. J'avais déjà fait 100 000 en Arizona, il y avait 2005, t'es comme 2005 sur 100 000, sérieux, c'est une joke, mais il est sournois parce qu'il se voit pas, fait que jamais t'es en power hike, donc tu cours tout, puis 2500 à la course, c'est quand même 2500 à la course, des plus, des moins, ça peut, fait que je pense que ça va être ce genre de D+, là, quand même éreintant que c'est ça, à la fin, tu le sens, mais j'ai bien hâte. Ouais. Non, mais c'est... Avec Nico, ça va être... c'est ça le plus gros attrait, c'est même pas la course elle-même, c'est passer 4 jours avec Nico à juste probablement jaser de la Western State puis faire beaucoup trop de pronostics inutiles. Ouais. Cool. Ouais, fait que ça s'en vient. Fait que Marianne, c'est la dernière fois qu'on se parle officiellement devant le micro avant la Western. Je te souhaite une bonne course. Je pense que tu le sais rendu là que moi et tout le Québec au grand complet va être derrière, en fait devant nos écrans, derrière toi, à cheerer pour toi. Puis on va être fiers no matter what. Mais je sens que tu es dans un état d'esprit pour avoir la journée, j'allais dire de tes rêves. Ça fait un peu rêve d'enfant. La journée que tu souhaites à la hauteur de tes attentes. Ben, c'est gentil. Écoute, l'idée, c'est de rester focus et de pas dérailler d'ici là, mais on est bien parti. On commence les entrevues pré-Western State là, cette semaine. On lance le bal, mais après ça, je te lâche, je te laisse faire les autres entrevues après. C'est bon. Ça me prépare mentalement, tu vois. Ouais, c'est ça, exact. C'est ce que j'avais besoin. Je te souhaite qu'il ne dure pas toute 1 heure parce que tu vas en avoir pour longtemps comme ça. C'est correct. Fait que, ben, merci beaucoup de ton temps à soir. 25e partie de la série En route vers Western qui est devenue Sur la route, qui est comme redevenu un genre de En route vers Western, mais c'était cool de jazzer. Puis on verra si on réussit à faire ce post-Western-là en vrai, comme l'année passée. Ça va être cool. Oui, ça se peut que j'aille au QMT. Donc, pas pour faire la course, mais ça fait longtemps que je suis pas allée à un événement québécois et je serai dans les parages. Donc, ce sera peut-être une option. Ah, ben très, très cool. Mais bon, on se fera signe, mais dans tous les cas, on va continuer de se jaser d'ici là. Puis, bonne fin de préparation. Garde ça sur les rails, pas de déraillement, puis on cruise ça jusqu'à la Western State le 27 juin prochain. Ouais, ben merci à toi, puis bon sommage. Je vais suivre ça aussi. Ça devrait faire mal, ça va être le fun. C'est bon. Comme d'habitude, je termine en remerciant les partenaires du podcast, NAC, qui est ton partenaire, mon partenaire, le partenaire du podcast. Merci à NAC, qui est toujours là, fidèle au poste après quasiment 6 ans de podcast. Merci à Mox Mocktail, merci à Noctem, merci à Café Charlevoix, merci à David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical. Puis à tout le monde, je vous dis à très bientôt pour ce prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.